Le relationnel, c'est la base de la société, c'est la base aussi de l'entreprise. Et je voudrais souhaiter, moi, à tous les exposants une très très bonne journée. J'espère que ça va fonctionner et que cet événement sera récurrent et que on vous accueillera encore mieux l'année prochaine dans ce bâtiment. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, comme le protocole a été fait, je vais dire bonjour aux élus, bonjour à Monsieur Poulard. Notre Chambre de commerce et d'industrie est partenaire de ce Riviera Network parce que le mot network, c'est quelque chose qui nous parle. Il est important. Ça marche, ça? Il est important pour nous que les réseaux existent, se mettent en place et se développent, puisque vous le savez peut-être, notre Chambre de commerce et d'industrie a vocation à être le réseau des réseaux. Mais je crois que chaque fois que des acteurs économiques se rencontrent, se parlent et échangent, on fait avancer à la fois notre territoire et nos entreprises. Et c'est le rôle de notre Chambre de commerce et d'industrie d'être à vos côtés. Alors, on a regroupé ici plusieurs réunions qui avaient lieu à différentes périodes de l'année, mais je crois qu'il est important qu'il y ait de la relation interprofessionnelle et on a fait une petite visite rapide des gens qui exposent aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui que le virtuel prenant de plus en plus de place, il nous faut l'accompagner, l'encadrer pour être le plus efficace possible. Alors, on va parler tout à l'heure de logement et on verra que là aussi, les réseaux ont besoin d'être actifs pour que cela fonctionne. Voilà, je vous souhaite un bon salon et j'espère que votre participation d'aujourd'hui vous donnera envie, comme l'a dit M. Rambaud, de revenir et de participer de plus en plus souvent à ce type de rencontres parce qu'il est important que nos entreprises se connaissent pour travailler. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à Bruno Valentin, vice-président de l'UPE 06, pour démarrer le premier plateau télé de la journée sur la problématique du logement des actifs sur les Alpes-Maritimes. Comment y remédier? Bruno, c'est à toi la parole. Voilà, bien, merci Emmanuel. Bonjour à tous et à tous, chers amis. Et puis, bienvenue pour ce premier plateau TV. Peut-être que je vais prendre une chaise pour m'asseoir parmi nos invités. Voilà, si vous le voulez bien. Alors, sur donc, ce premier plateau télé, cette première table ronde, comme le disait Emmanuel, est consacrée au problème du logement des actifs. Sur l'ensemble du territoire national, on constate depuis quelques années que les difficultés de logement de la population affectent par ricochet les entreprises. Il y a quelques années, en 2011, le CREDOC avait réalisé une étude pour le MEDEF et de cette étude, il ressortait que 40% des entreprises françaises se déclaraient touchées, donc quelque part impactées, pénalisées par le problème du logement de leurs salariés. Sur la Côte d'Azur, plus qu'ailleurs, le logement des actifs est une faiblesse. On estime aujourd'hui, cher Président, à plus de 3500 logements par an le déséquilibre entre l'offre de logement et la demande des Azuréens, avec pour conséquence eh bien, un éloignement de plus en plus important des salariés depuis leur domicile jusqu'au travail, et des salariés aussi qui sont souvent, bien évidemment, pénalisés par le temps de transport entre leur domicile et leur lieu de travail. Alors, bien évidemment, ça a une conséquence un peu dramatique pour nos entreprises azuréennes, c'est que d'une part, on a du mal à attirer des talents, et puis d'autre part, on assiste à une forme d'exode un peu des actifs, et on a du mal dans les entreprises et dans les administrations à fidéliser nos salariés ou nos fonctionnaires. Alors face à tous ces problèmes de recrutement, d'évasion des actifs, je le disais,
tous les problèmes qui en résultent, hein, notamment en termes d'engorgement du trafic, en termes de nuisances, en termes de stress aussi, eh bien, quelles solutions existent pour mieux loger les actifs sur la Côte d'Azur? C'est ce que nous allons essayer de savoir ce matin avec nos invités que je vais présenter aussitôt. Donc, je commence par Dominique Estrosi-Sassone. Vous êtes adjoint au maire de Nice, vous êtes vice-présidente de la métropole Nice-Côte d'Azur, vous êtes conseiller général et conseiller régional, et vous êtes ici aussi en tant que présidente de Côte d'Azur Habitat étant le premier bailleur social des Alpes-Maritimes. Notre deuxième invité, Emmanuel Poulard, vous êtes directeur de l'ADIL. Alors l'ADIL, c'est une émanation commune du Conseil général et de l'État, hein, du ministère du Logement, qui est votre ministère de tutelle, si je ne dis pas de bêtises. Et l'ADIL, c'est une agence pour l'information sur les problèmes de logement. Et puis Bernard Klenhoff, qu'on ne présente plus ici, qui est président de notre Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Alors, ma première question va aller à Bernard Klenhoff. Par rapport au constat que je faisais, est-ce que vous souscrivez en ces termes, la Côte d'Azur est en déficit de logement pour les actifs et nos entreprises ont du mal à trouver ou à garder leurs salariés? Merci. Alors oui, je souscris au fait qu'on a un déficit de logement pour actifs. Oui, je rajouterai que ce déficit se creuse d'année en année puisque la construction est elle aussi en déficit. C'est un des sujets récurrents de nos ennuis économiques puisque à la fois le logement des actifs et une problématique de transport font qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir se développer. Et je rajouterai que sur cet éloignement que nous rencontrons aujourd'hui des actifs qui vont se loger de plus en plus loin, la conséquence qui est encore peu mesurable mais qui existe, c'est que les entreprises elles-mêmes commencent à se déplacer parce qu'elles veulent rester dans un contexte dans lequel la vie quotidienne des gens a pris beaucoup d'importance et les gens souhaitent travailler pas très loin dans un quartier intelligent de là où ils habitent. Et donc les entreprises sont elles-mêmes obligées de se rapprocher de leurs talents pour faire évoluer leur valeur économique. Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. La problématique existe. On est un territoire qui est extrêmement attractif avec comme conséquence un impact du foncier qui est extrêmement élevé. Mais beaucoup de choses se font. Nos élus politiques en ont pris conscience depuis longtemps. Et ces actions nous conduisent à avoir des solutions qui apparaissent. Alors déjà, dans le vocabulaire, on parle moins de logements sociaux et plus de logements pour on en a besoin. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Madame Estrosi-Sassone, je suis sûr des exemples, mais j'en ai moi aussi. On fait des choses, on prend en compte le phénomène et il faut qu'on aille de l'avant pour continuer à attirer des investisseurs sur de l'immobilier qui nous permettront de loger des actifs, sachant que l'acquisition d'un logement dit pour actif, c'est en dessous de 3 500 € le mètre carré, là où on est de mémoire en moyenne à 5 400 € sur ce territoire. Et effectivement, ce sont des conditions économiques qui empêchent les actifs d'accéder à la propriété. Alors, on va essayer de rapatrier un deuxième micro. Je m'adresse à nos amis de la technique parce que ça va être difficile d'animer une table ronde avec un seul micro. Voilà, merci beaucoup. Ma deuxième question va aller donc à Emmanuel Poulard de l'ADIL. Déjà, j'aimerais qu'en quelques mots, vous nous présentiez l'ADIL parce que tout le monde ne connaît pas forcément cet organisme. Vous, votre métier, c'est d'accueillir des gens qui sont en recherche de logement pour les conseiller, pour les guider, mais surtout pas pour leur vendre quelque chose. Vous n'avez aucune prestation à vendre, il n'y a rien de marchand dans votre démarche. Il n'y a rien de marchand, effectivement. Alors c'est beaucoup plus large. Donc ADIL, c'est Agence départementale d'information sur le logement. Donc on est là pour renseigner donc in situ, soit dans nos 2 centres sur le département Nice, Cannes, sur 19 permanences qu'on a sur le département, au sein des entreprises aussi, puisqu'on se déplace au sein des entreprises. Donc on donne des renseignements juridiques, financiers et fiscaux aux locataires, aux propriétaires et aux personnes qui souhaitent accéder à la propriété. Donc ça, c'est notre rôle de base. À côté de ça, on a des missions particulières. Donc notamment, on accompagne les collectivités dans le cadre de leur programme, leur PLH,
que ce soit en matière de location, en matière d'accession, en matière de copropriété aussi réhabilitée. On a une autre mission qui consiste à accompagner aussi les locataires qui sont convoqués devant les tribunaux pour des impayés de loyer. Et la dernière mission, donc, qui est toute récente, où on est maître d'œuvre en partenariat donc, avec l'État, la métropole Nice-Côte d'Azur, la CASA et la CCI, on anime l'Observatoire des loyers du département des Alpes-Maritimes. Alors, vous confirmez que les Azuréens ont de plus en plus de mal à se loger, en général, et les actifs en particulier? Alors, pour les actifs, je parlais des consultants que nous recevons à la DIL, sur tout le département. Donc, je veux dire, il y a deux tendances. Il y a la tendance accession à la propriété. Ce que j'ai pu constater entre 2013 et 2012, c'est qu'on a un effondrement des consultations en matière d'accession. Alors, quand je parle de consultation en matière d'accession, il y a deux profils. Le premier, il y a des gens qui viennent nous voir en disant, voilà, on a le rêve d'accéder à la propriété, dites-nous jusqu'où on peut aller financièrement. Ça n'existe quasiment plus. Ça veut dire que le rêve, on va dire, est brisé. Les gens ne viennent plus pour ça. Et concernant les gens, donc le deuxième pan qui viennent pour qu'on optimise leur plan de financement pour voir si des aides sont mobilisables, s'ils peuvent être éligibles à des programmes d'accession à coût encadré comme le sont le PSLA et certains programmes qui sont faits par les collectivités locales. Donc là aussi, on en a de moins en moins. Donc ça, c'est la partie accession. Sur la partie location, effectivement, on constate aussi, alors je parlais tout à l'heure d'une mission concernant les locataires qui sont assignés pour des impayés de loyer. On a constaté une augmentation entre 2012 et 2013 des salariés des entreprises, donc à peu près 60% des gens qui sont assignés, une augmentation de 6% entre 2012 et 2013. Donc ça, c'est le deuxième constat. Et enfin, ce qu'on constate aussi, c'est que les locataires qui sont en recherche de logement, alors soit parce qu'ils ont reçu un congé du propriétaire, ont énormément de mal, effectivement, à retrouver un logement par rapport à leurs revenus, bien évidemment, et souvent par rapport à la méconnaissance des garanties qu'ils peuvent mobiliser pour garantir le propriétaire en termes de paiement de loyer. Bernard Klenhoff, aider les actifs à se loger sur un territoire comme le nôtre, c'est un enjeu particulièrement stratégique. D'abord en termes d'attractivité pour les Alpes-Maritimes. Et puis, je dis ça sous le contrôle de notre ami Jacques Le Sueur, le directeur général de Team Côte d'Azur, et également, bien évidemment, pour la compétitivité de nos entreprises. Alors, je suppose qu'à la Chambre de commerce et d'industrie, où il m'arrive de siéger de temps en temps, vous avez des solutions pour remédier. C'est pour ça que je t'ai tendu le bâton. Oui, notre rôle, c'est d'accompagner le développement des entreprises et la compétitivité du territoire. Le logement des actifs est un de ces sujets. Alors, depuis 2000, nous gérons l'Observatoire de l'immobilier, qui lui existe depuis 30 ans, qui est un outil extrêmement précieux pour donner des informations à la fois aux acteurs de l'acte de bâtir, mais aussi à nos élus, pour qu'on ait une perception réelle et continue de ce qu'est la problématique du logement sur ce territoire. Et en parallèle de ça, nous avons mis, puisqu'il en est ici dans le network, nous avons mis en ligne différents outils, en particulier le guide du logement, pour essayer d'apporter de l'aide à ces gens qui recherchent du logement. Mais on a aussi organisé à différents moments du cycle de vie de ces logements, des organisations telles que les assises du logement, parce que par moment, il faut aussi qu'on arrive à porter des messages par rapport aux causes de ce déficit. Et une des causes que l'on connaît bien aujourd'hui, parce qu'elle est vraie dans le logement, mais elle est vraie dans plein d'autres sujets, c'est l'inflation réglementaire et législative qui fait qu'aujourd'hui, ceux dont c'est le métier n'ont pas très envie de construire, ceux qui doivent investir n'ont pas très envie d'investir, et ceux qui ont investi et qui devraient louer n'ont pas très envie de louer non plus. Ce qui fait qu'on multiplie à l'infini les contraintes, et on s'étonne parallèlement à ça de voir que l'offre de logement décroît, mais il faudra bien qu'un jour on mette les pieds dans le plat. On a une idée en moyenne du temps que ça prend, peut-être Dominique Estrosi-Sassonne, entre le lancement d'un projet et sa réalisation. C'est des délais qui sont très longs en France par rapport à nos voisins européens, non? Oui, on a une idée. C'est à minima 2 ans, mais c'est malheureusement très souvent au-delà des 2 ans lorsque une opération est agréée en termes de financement et de financement public, et lorsqu'elle est amenée à sortir de terre et à être livrée, c'est 2 ans, mais on dépasse très souvent ce délai parce qu'il y a de plus en plus aussi, il faut le souligner, des recours qui sont
très souvent des recours abusifs, mais malheureusement qui retardent la réalisation d'un programme et pour lesquels non seulement cela coûte de l'argent, cela coûte du temps, cela a des conséquences importantes et dramatiques en termes de développement et de développement économique et d'offres de logements. Et donc tout cela, il faut aussi le prendre en compte par rapport aux problématiques que l'on a évoquées au début de cette table ronde. Moi, je rappellerai simplement par rapport à ce qu'a dit le président de la Chambre de commerce et le constat qu'il a fait, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut nier, quelle que soit la catégorie sociale, qu'il y a véritablement une problématique forte du logement sur le département des Alpes-Maritimes, qui est un des départements de France le plus tendu en matière de marché de l'immobilier. Alors cela tient à différentes raisons et Bernard y a fait référence. D'abord, c'est le foncier, avant tout. Un foncier qui est rare et cher, mais il est plus cher qu'il n'est rare. C'est aussi une pression immobilière qui est tellement importante que ça a des conséquences, bien évidemment, sur la surcharge foncière et sur encore plus, ça accentue cette surcharge foncière. C'est une problématique de financement aussi, parce que les collectivités territoriales, et celles que je représente aujourd'hui, que ce soit au niveau du Conseil général, au niveau de la métropole Nice-Côte d'Azur ou de la ville de Nice, sont de plus en plus sollicitées, ont de plus en plus des budgets qui sont en tension, et parallèlement à ça, on voit que les financements au niveau de l'État, eux, ne cessent de diminuer. Donc l'État exhorte à construire toujours plus, mais en même temps ne le fait pas et ne donne pas forcément les moyens d'accompagner cette politique qu'il dit ambitieuse au niveau national. Et ensuite, sur un département comme le nôtre, quels que soient les effets de la crise économique, ils n'ont pas eu véritablement d'incidence sur une baisse sensible des prix de l'immobilier. Et donc, face à ce constat, les élus sont aujourd'hui bien sûr des élus responsables et il n'y a plus aucun élu qui considère qu'il ne faut pas faire de logement, qu'il ne faut pas construire pour ne serait-ce qu'apporter une offre de qualité à ses concitoyens, pour pouvoir aussi bien sûr accueillir de nouvelles populations et puis pour participer à cette attractivité économique. Parce que le logement, encore une fois, c'est une nécessité sociale, c'est-à-dire que tout le monde à un moment donné est concerné par la problématique du logement et l'accès à un logement de qualité et à un logement abordable. Le logement, c'est un facteur d'attractivité économique, et Bernard y a fait référence. C'est un facteur de dynamisme démographique. C'est un facteur d'avenir, tout simplement. Le logement aussi participe à une politique économique sur un territoire, parce qu'il est générateur d'emplois et de croissance. Et puis, je dirais enfin que le logement est un facteur d'innovation. D'innovation en termes de réhabilitation, de rénovation thermique ou en termes de logements un petit peu particuliers comme peuvent l'être demain des logements intergénérationnels. Et de tout cela, eh bien, les élus ont l'ambition, en tout cas au niveau de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur, d'apporter des réponses aux attentes et aux besoins sur toute la chaîne du logement. Alors Bernard disait, on ne parle plus de logement social, on parle de logement pour actifs. Oui, mais il faut continuer à parler de tous les segments du logement, parce que c'est en parlant de tous les segments du logement et en agissant sur toute la chaîne du logement qu'on arrivera demain véritablement à désemboliser cette chaîne du logement, à faire en sorte que le parcours résidentiel puisse de nouveau être possible, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, le parcours résidentiel est bloqué. Et le parcours résidentiel, ça part de l'hébergement d'urgence, parce que c'est aussi à prendre en considération, surtout sur des grandes villes ou des grands territoires comme la métropole, le logement social, le logement intermédiaire, qui est un vrai sujet, et puis celui de l'accession à la propriété, avec dans l'accession à la propriété, l'accession sociale à la propriété et l'accession à coût maîtrisé, alors là qui a pour cœur de cible les actifs, parce que véritablement, ça doit être entre, grosso modo, 2900 et 3200 pour l'accession sociale et 3006 pour l'accession à coût maîtrisé, alors qu'aujourd'hui, la moyenne dans le neuf est de 5400 € du mètre carré. Donc on voit le gap, et voyant le gap, on voit combien de personnes sont exclues carrément de cette accession à la propriété. Alors vous disiez que le logement en général est une problématique particulièrement stratégique, particulièrement sensible pour les élus, que ce soit le logement des jeunes, le logement des seniors, le logement des actifs. La métropole, donc Nice-Côte d'Azur, dont je le rappelle, vous êtes vice-présidente et puis vous êtes aussi maire adjoint à Nice en charge de la politique de la ville. La métropole porte un certain nombre de
projets, hein, on va en parler, de grands projets d'aménagement. On reviendra dessus lors d'une conférence, une table ronde sur l'attractivité du territoire un peu plus tard, notamment celui de la Plaine du Var, où il y aura une mixité, hein, entreprise, logement. La ville de Nice a aussi lancé un nouveau programme ambitieux, qui est le nouveau plan local pour l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en termes de solutions? Donc ça repose sur quoi et quelles sont les incitations, notamment en termes d'accession à la propriété? Je pense pas en particulier à ce qu'on appelle les prix maîtrisés, c'est-à-dire les prix aidés par la collectivité. Alors, dans le cadre de notre programme local de l'habitat, qui est porté au niveau de la métropole, hein, donc qui concerne 49 communes qui sont donc dans la métropole Nice-Côte d'Azur, les principaux objectifs sont d'abord, je vous l'ai dit, c'est de produire plus et produire mieux. Alors, produire une offre de qualité, de logement qui soit du logement confortable et agréable à vivre, parce que c'est important. Et aujourd'hui, nous sommes aussi confrontés, avec les promoteurs avec lesquels nous travaillons bien, à regarder véritablement finement la surface des logements que nous pouvons proposer. Parce qu'il est important aussi que demain, les personnes qui peuvent accéder à un logement puissent y vivre dans de bonnes conditions, d'une façon confortable et agréable. Et donc, nous voulons aussi accentuer les efforts pour produire du logement confortable, agréable à vivre, durable, et du logement qui soit abordable. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, mais comme le fait également la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, parce que la CASA est une communauté d'agglomération qui est extrêmement impliquée aussi dans le logement des actifs, hein, ne serait-ce que par rapport à, bien sûr, la technopole de Sophia Antipolis. Et donc, ces outils que nous mettons en œuvre à travers nos plans locaux d'urbanisme, ce sont des outils comme réservés sur un certain nombre de programmes immobiliers, un pourcentage qui soit réservé à des logements sociaux, mais les logements sociaux s'adressent aussi aux actifs et aux salariés, et il ne faut pas l'oublier. Il faut également faire en sorte que nous puissions intervenir en matière de foncier, en mettant en place une véritable politique foncière, une véritable stratégie foncière, ce qui a fait défaut par le passé. Parce que si on est aussi aujourd'hui dans cette situation-là, c'est que depuis des années, dans un département comme celui des Alpes-Maritimes, il n'y a jamais eu de politique foncière. Il n'y a jamais eu une véritable stratégie foncière. Et donc, ça a conduit à un moment donné, ne pouvant pas faire de véritable veille foncière ou mobiliser du foncier dans la perspective de projets à venir, eh bien, un surenchérissement des prix de l'immobilier et donc des prix du foncier. Aujourd'hui, nos efforts doivent également porter sur l'action foncière. Alors, c'est bien sûr à travers des opérations, et peut-être nous y reviendrons, comme celle d'Éco-Vallée, où il y a de véritables sites en jeu, où il y aura des opérations avec une mixité d'usage, que ce soit mixité fonctionnelle, mixité sociale, et ce n'est pas un gros mot, mixité urbaine, mixité d'activité. C'est aussi utiliser tout ce qui est la possibilité des veilles foncières pour pouvoir préempter dans la perspective de mutation foncière et de pouvoir réaliser ensuite des programmes mixtes. C'est lancer des déclarations d'utilité publique, particulièrement en site urbanisé. Et puis, c'est permettre aussi à l'ensemble des acteurs de l'habitat et des acteurs institutionnels de se mobiliser pour justement tendre à ces objectifs. Et nous sommes assez fiers d'avoir mis en place une charte de partenariat public-privé en faveur d'un logement abordable et durable qui a été signée il y a un peu moins de 2 ans de cela par le président de la métropole, Christian Estrosi, par 22 promoteurs et 15 bailleurs sociaux. Pourquoi ? Parce que nous sommes partis du constat que les prix du marché de l'immobilier ne se régulaient pas naturellement sur notre territoire et que nous pouvions essayer à travers une charte de partenariat de faire en sorte que nous puissions influer un tant soit peu sur les prix de sortie des logements, que ce soit en logement social, en accession sociale et en accession à coût maîtrisé. Et cette charte de partenariat, nous avons fait récemment un bilan moins de 2 ans après l'avoir signée avec l'ensemble des promoteurs et l'ensemble des bailleurs sociaux. Et elle produit déjà des résultats puisqu'on a pu réaliser près de 30 opérations qui ont permis de sortir près de 300 logements et qui sont vraiment dans le cadre des prix que nous avons donnés, face auxquels, si on ne reste pas dans ces prix-là, eh bien, il n'y aura pas de subvention de la métropole qui sera accordée aux opérateurs. Et on voit que dans les prix de sortie du logement social, on est en moyenne à 2500 à 2600 € du mètre carré CHAB avec un stationnement inclus, et que dans les prix d'accession sociale, on est entre 2009
et 3 200 € du mètre carré. Et là, c'est vraiment un produit qui nous permet de faire sortir des gens du logement social alors qu'ils en ont la possibilité. Mais si on ne crée pas ce produit, ils ne peuvent pas le faire. Du coup, ils libèrent des places dans le logement social et ils accèdent à la propriété. Et dans l'accession sociale à prix maîtrisé, nous sommes à 3 600 € du mètre carré, alors que je vous l'ai dit, les prix moyens d'accession sont de 5 400 € du mètre carré. Donc véritablement, on va continuer nos efforts sur cette charte de partenariat public-privé. Ça n'a pas été simple, mais l'ensemble des promoteurs aujourd'hui nous ont suivis et on a des promoteurs qui n'étaient pas signataires en 2012 et qui nous ont demandé à être signataires parce que tout le monde a bien conscience que ça passe par là et que cette mobilisation des acteurs de l'habitat nous permettra demain d'apporter encore des réponses qui sont plus en adéquation aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Merci. Donc, je me tourne vers Monsieur Audouin Rambaud, donc adjoint au maire d'Antibes. Dans un département comme les Alpes-Maritimes, qui présente la particularité d'être un département hautement touristique, il y a une problématique spécifique, c'est le logement des actifs saisonniers. Alors, je crois que vous avez des solutions à nous proposer sur la question. J'ai peut-être pas de solution, mais c'est quand même un point qu'il faut aborder puisqu'on parle du logement. Vous n'avez pas échappé que notre région était une région touristique. Hein, c'est une base de notre économie locale. C'est 70 000 emplois directs, c'est 70 000 emplois indirects. C'est quand même très très important. Et je pense que la ville d'Antibes est confrontée au même problème que les villes voisines. C'est qu'on a une forte activité saisonnière, donc on a besoin d'engager des saisonniers et on a un problème de logement des saisonniers. Je pense que ça doit être un peu pareil dans toutes les villes. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir un petit peu. On a commencé à le faire sur la ville d'Antibes avec un logement étudiant qui est dédié aux saisonniers l'été. Mais c'est un problème qu'il faut aborder parce que ça pose beaucoup de problèmes à nos professionnels qui ont beaucoup de mal à faire venir des saisonniers parce que le logement coûte trop cher. Voilà, tout simplement. Bernard Klenov, en 2014, comme c'était le cas 6 ans auparavant, la Chambre de commerce et d'industrie et le PE06 ont proposé aux candidats au municipal un pacte économique qui reposait sur un certain nombre d'engagements. Parmi ces engagements, le logement des actifs figurera en bonne place. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du pacte éco, hein, de son contenu, et puis surtout des remontées depuis ces candidats, dont certains sont devenus élus, hein, en termes de solutions pour le logement pour actifs? Alors, ce pacte éco que nous avons conduit avec l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, le premier constat, c'est un élément que nous a donné tout à l'heure Madame Estrosi Sassone, c'est qu'aujourd'hui, tous les élus de ce territoire sont d'accord sur le constat. Oui, il existe une forte problématique sur le logement en général. Bon, nous des actifs en particulier pour ce qui concerne les acteurs de l'économie, mais sur le logement en général. Ce pacte éco, c'était des questionnements de candidats aux élections municipales. 109 candidats ont répondu sur le territoire, 57 d'entre eux sont devenus maires. Aujourd'hui, ce qui nous appartient, c'est d'essayer de servir d'animateur aux bonnes pratiques. Alors je m'explique. Madame Estrosi Sassone nous a parlé de ce qui se passait dans la métropole. Alors moi, il y a un sujet que je connais bien, puisque j'ai eu à loger mon fils, c'est justement cet accès à une propriété pour des primo-accédants dans un logement qui est aidé par la collectivité territoriale, c'est-à-dire qu'on s'engage, on reste minimum propriétaire 7 ou 9 ans, je ne me rappelle plus, moyennant quoi on arrive à acheter un appartement à des coûts maîtrisés qui permettent à certains jeunes, en tout cas, d'y accéder. Donc, avec un engagement non spéculatif, il y a un voilà, certain nombre de contraintes absolument. quand même, hein. Donc, cela étant, ces solutions-là, il nous appartient de les proposer à d'autres collectivités en disant, voilà, il y a une bonne pratique sur la métropole, il y en a d'autres ailleurs, on a des engagements, on a posé beaucoup de questions sur la relation entre le stationnement et le logement. Alors, les réactions sont un petit peu différentes, puisque vous savez que quand on construit du HLM, la contrainte de nombre de places de parking n'est pas la même. Le foncier étant très cher sur notre territoire, souvent on fait des parkings en sous-sol, dont la construction est très chère, et ça renchérit encore le coût du mètre carré habitable pour ceux qui vont y habiter. Et
il existe, certains ont des propositions intéressantes à nous faire qu'il nous faudra décliner. Je sais que sur la ville de Nice, on réfléchit beaucoup à l'utilisation des places de parking de livraison aux différentes heures de la journée pour rendre certaines zones plus accessibles. Toutes ces petites solutions, parce que je pense pas qu'il s'agisse de faire une révolution, toutes ces petites solutions, notre Chambre de commerce et d'industrie et l'UPE, on a vocation à les faire mutualiser, parce que j'imagine pas qu'un élu, quel qu'il soit, ne soit pas d'accord pour qu'on utilise ces bonnes pratiques dans d'autres communes, et c'est un petit peu ce que disait M. Rambaud, il faut qu'on fasse bénéficier à ce territoire de toutes les bonnes idées de tous les acteurs. Et c'est aujourd'hui les remontées que nous avons au travers de ce pacte éco, et il est convenu que on les rencontre au mois de septembre, puisqu'il fallait que les nouvelles mairies, entre autres, se mettent en place, les nouvelles intercommunalités. Et il est prévu qu'au mois de septembre, on fasse un point avec les maires ou leurs adjoints en charge du sujet du logement, pour qu'on puisse voir quelles sont les actions qui peuvent être mutualisées à tel ou tel endroit, et puis celles qui ne peuvent pas l'être, ou celles qui doivent être modifiées, parce que la vérité d'Antibes n'est pas forcément celle de Nice, ou voire celle du moyen pays ou du haut pays, parce qu'il existe aussi des sujets de logement ailleurs que sur notre zone littorale. Et on a besoin de dynamiser et d'animer économiquement l'ensemble de ce territoire. Et donc, dès septembre, il est prévu que nous commencions des rencontres de travail avec les acteurs du logement dans les différentes municipalités, intercommunalités qui seront mises en place suite à ces élections. Monsieur Poulard, vous souscrivez à tout ce qui a été dit. Vous, à la DIL, vous avez vocation à réfléchir à ces problématiques. Vous avez des solutions à proposer? Alors, des solutions, oui, elle est en partie par rapport à ce que j'ai derrière moi, c'est-à-dire le guide du logement à destination des actifs. C'est de la communication. J'en veux pour preuve, je vais vous prendre deux exemples. Le premier, on parle beaucoup là d'accession à la propriété, le problème de la location. Au travers de l'Observatoire des loyers, ce qu'on a pu observer sur la ville de Nice, c'est qu'il y avait à peu près 40% de logements qui auraient pu être conventionnés, c'est-à-dire bénéficier d'un avantage fiscal. On parle beaucoup de la protection du locataire en ce moment, c'est très à la mode, mais par contre, on oublie fortement le propriétaire. Et le propriétaire aussi est fortement oublié en matière fiscale. Il existe un dispositif gagnant-gagnant qui s'appelle le dispositif Borloo pour l'ancien. On parle souvent actuellement de l'investissement du flot pour défiscaliser, mais ce dispositif pourrait être intéressant. Il peut être mis en place, il existe depuis plusieurs années, il est très peu utilisé. Sur la ville de Nice, donc je disais, 40% des logements que nous avons étudiés, il y avait à peu près 6300 logements de mémoire, sont éligibles à ce dispositif. Donc ça procurerait un avantage aux propriétaires parce qu'ils bénéficieraient d'une fiscalité très attractive. Et de l'autre côté, ça permettrait aux locataires d'avoir des loyers en deçà du prix du marché. Donc je sais qu'en 2013, ce dispositif pour le département entier a été utilisé sur 78 logements, ce qui est rien du tout, alors qu'on pourrait mobiliser beaucoup plus de logements. D'où l'intérêt peut-être effectivement de faire plus de communication sur des dispositifs qui fonctionnent, qui marchent, donc pour la location, pour l'accession on en a parlé aussi. Au niveau national, pour ce qui est de l'accession, ce qui a beaucoup marché et ce qui n'existe plus, c'est le prêt à taux zéro pour l'ancien. Actuellement, tout est fait au niveau national pour le neuf, mais on oublie fortement l'accession dans l'ancien. Et le prêt à taux zéro pour l'ancien était assez dynamisant pour les actifs pour accéder à la propriété. Donc de la communication, il n'y a rien que de la communication, parce que du côté aussi des propriétaires, donc il y a le guide du logement, effectivement, il peut y avoir des brochures, peut-être aussi à l'intérieur des entreprises, il pourrait y avoir des espèces, entre guillemets, de chasseurs d'appartements pour la location, c'est-à-dire se mettre en relation à la fois avec des agences immobilières et à la fois avec des propriétaires bailleurs pour capter des logements et leur expliquer aussi tout l'intérêt qu'ils pourraient avoir en faisant de la défiscalisation, mais là je parle de la défiscalisation dans l'ancien, puisque le neuf, je pense que les promoteurs communiquent suffisamment dessus. Dominique Estrosi Sassone. Alors, je le disais tout à l'heure, Côte d'Azur d'Habitat, que vous présidez, premier bailleur social des Alpes-Maritimes, 22 000 logements en gestion, c'est ça? Donc, en tant que bailleur social de cette importance-là, vous avez un rôle majeur à jouer en matière de logement des actifs, et pas seulement, on le disait. Comment faire en sorte que les projets soient plus nombreux, sachant que les contraintes sont importantes? On a parlé de la cherté du foncier, de sa rareté, on a parlé aussi des délais administratifs, de cette suradministration qui pénalise notre pays. Il y a quand même des solutions pour développer encore plus de projets de logements sociaux, de logements pour actifs. Oui, en tout cas, on fait tout pour produire bien sûr plus, même si nous sommes confrontés
a de nombreuses difficultés, vous les avez rappelées, et les principales difficultés tiennent aussi à la raréfaction des finances, des budgets. Aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales sont contraintes au niveau de leur budget, et quand parallèlement à ça, les budgets de l'État ne sont plus au rendez-vous, alors que le logement, même s'il est de compétences au niveau des intercommunalités, reste et demeure aussi une compétence au niveau de l'État qui accorde et qui a toujours accordé des aides pour inciter à la production de logements. Ces aides diminuent de plus en plus, et donc on sollicite de plus en plus les collectivités qui, elles, doivent faire des choix dans leur budget. Et face à ça, eh bien, les opérateurs, que ce s'agisse d'opérateurs sociaux ou des opérateurs privés, doivent essayer de continuer à produire en mettant de plus en plus de fonds propres. Parce que justement, dans l'équilibre financier des opérations, les subventions qui sont accordées, les emprunts qui peuvent être donc contractés par les opérateurs ne suffisent plus. Et c'est vrai que nous sommes amenés sur la moindre opération aujourd'hui à consacrer de plus en plus de fonds propres, ce qui pose un problème parce que, bien évidemment, si on investit de plus en plus de fonds propres, eh bien, pour régénérer ces fonds propres, il nous faut vendre du patrimoine qui nous permette effectivement de renflouer le fonds propre de nouveau, de nous réinvestir dans des nouvelles opérations de réalisation, de construction de logements. Et donc, c'est aussi extrêmement compliqué d'arriver à mener tout cela de front. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous sommes dans une politique qui est une politique dynamique, où sur la métropole, nous n'avons pas à rougir des résultats que nous obtenons en termes de production de logements, la construction neuve, l'acquisition, amélioration, parce que c'est aussi un des volets que nous devons également continuer à développer, c'est-à-dire trouver des immeubles déjà existants, en particulier dans les centres urbains, des immeubles qui sont ensuite donnés à un opérateur qui le réhabilite complètement et qui peut ainsi faire une offre nouvelle de logement. Donc c'est tout cela que nous essayons de mener de front. Et nous avons, par exemple, sur la période 2008-2013, c'est pour aussi montrer combien l'activité du logement est génératrice de retombées économiques, c'est-à-dire que la métropole a accordé plus de 50 millions d'euros de subventions à des opérateurs pour pouvoir construire du logement entre 2008 et 2013, et c'est environ 50 millions d'euros de subventions qui ont généré 880 millions d'euros d'investissement, vu donc les prix de revient des opérations de sortie. Donc ça montre bien que, en même temps, en même temps qu'on crée du logement, on crée de l'activité économique, on crée des emplois, ou en tout cas on participe au maintien et à l'augmentation des emplois et aussi à la création de logements. Donc véritablement on s'inscrit dans ce cercle dynamique et vertueux, et dans cette politique ambitieuse que nous comptons bien poursuivre. Et aujourd'hui, ce qui est important de remarquer aussi, c'est que dans une métropole comme la métropole Nice-Côte d'Azur, forte de 49 communes, mais qui sont très différentes les unes des autres, une grande ville, la ville de Nice, des villes importantes comme Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu, Saint-Jean, qui sont confrontées directement à cette pression immobilière, et puis des communes du haut et du moyen pays, qui bien évidemment n'ont pas du tout la même pression immobilière que l'on rencontre sur les littorales, mais néanmoins ont besoin aussi de revitaliser leur cœur de village. Alors ça se joue principalement sur le parc privé, mais il faut aussi les aider à ce que des propriétaires de ce parc privé en cœur de village, qui est un parc obsolète, vétuste, souvent indécent et indigne, puissent bénéficier d'aides accordées par la métropole pour là aussi remettre les logements dans des conditions de confort, dans des conditions de sécurité, peut-être accueillir des populations qui ont aussi la volonté de s'installer dans ces villages, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut aussi travailler à distance, on peut aussi bénéficier de moyens de communication et d'une voirie qui a été considérablement améliorée sur un territoire comme celui de la métropole. Et donc là, de fait même, on aide des propriétaires, bailleurs, qui n'ont plus les moyens forcément de pouvoir réhabiliter leur logement, à les réhabiliter et ensuite à les louer, et on participe aussi à une offre nouvelle de logement. Parce qu'encore une fois, l'offre nouvelle de logement, c'est bien sûr dans le parc public, mais c'est aussi dans le parc privé que l'on doit aussi concentrer nos efforts, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un département comme le nôtre, eh ben, le parc privé est extrêmement présent, et souvent, malheureusement, le parc privé est un parc social de fait. Et étant un parc social de fait, sans en avoir directement la nature de parc social, eh bien, accueille dans son parc des personnes aujourd'hui qui sont en situation de précarité et qui vivent souvent dans des conditions d'indécence qui ne sont pas acceptables.
Et je dirais aussi que ce qui est important aussi, c'est vraiment de lier l'emploi et le logement. Parce que, encore une fois, comment est-ce qu'on peut avoir un emploi si on n'a pas un minimum de stabilité et donc un logement? Et comment est-ce qu'on peut accéder à un logement si on n'a pas un emploi stable? Et à partir de là, ce constat, eh bien, il faut véritablement que nous ayons en priorité l'emploi, le logement, en lien aussi avec les transports, parce que c'est un triptyque indissociable. Merci pour ce témoignage. Je voudrais, si vous me le permettez, vous poser une question un peu provoque. Est-ce que l'Est du Var n'a pas vocation à devenir le bassin d'extension naturel des Alpes-Maritimes, notamment en matière de logement proactif? On est ici sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sophie-Antipolis. Il y a de plus en plus de travailleurs sophipolitains qui habitent à l'Est du Var, là où le foncier est moins rare et peut-être moins cher. Oui, c'est possible, bien évidemment, mais bon, la problématique n'est pas de tendre vers cela. Il faut arrêter parce que là aussi, ça en rajoute en termes de déplacement. Et à un moment donné, eh bien, les élus, et on voit aujourd'hui combien, même sans parler de l'Est du Var, combien il est difficile de venir de Nice à Antibes à une heure à laquelle nous avons rejoint, parce qu'aujourd'hui, tout est embolisé. Mais si c'est embolisé, c'est aussi parce que peut-être depuis de nombreuses années, les voiries de communication n'ont pas suivi, alors qu'aujourd'hui, il y a des gros efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, des actifs ont été amenés à se loger loin de leur lieu de travail et que forcément, ça génère des nuisances, des perturbations et des dysfonctionnements que l'on constate encore trop malheureusement. Donc il faut aussi véritablement demain avoir cette vision globale d'aménagement d'un territoire pour pouvoir prendre de front l'ensemble de ces problématiques et de ces spécificités et essayer d'apporter des produits qui permettent au moins aux salariés d'avoir différentes possibilités. Après, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie qui n'est pas, voilà, qui peut être légitime. Mais c'est vrai que parfois, aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas un choix, mais que c'est quelque chose qui est imposé. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une bonne chose au niveau de l'attractivité de notre territoire et puis tout simplement des situations de nos populations. Alors, un choix de vie, mais pas une solution. Je voudrais quand même rajouter une petite chose, parce que c'est vrai que sur le parc privé, il y a beaucoup de choses à dire. Tout à l'heure, vous avez dit, monsieur, que le locataire était quand même très, très, très protégé, qu'il faudrait peut-être protéger un peu plus les propriétaires. Moi, je suis convaincu que si l'État ou une autre collectivité pouvait garantir une remise en état de dégradation ou la garantie des loyers, etc., il y a beaucoup de logements du parc privé qui se retrouveraient sur le marché et ça réglerait peut-être une partie du problème. Merci. Ma dernière question va aller à Bernard Klenov, question sur laquelle les autres invités peuvent rebondir. Alors, les élus ont finalement affaire avec un paradoxe. On a besoin de loger les actifs pour l'attractivité du territoire, on a besoin de construire pour créer de la dynamique économique. Et puis, on est dans une région éminemment touristique, une région où l'on vient aussi pour un certain art de vivre. Alors, jusqu'où faut-il construire? Jusqu'où ne faut-il pas bétonner? Jusqu'où faut-il préserver notre littoral? Comment naviguer finalement entre ces deux écueils? D'une part, la qualité de vie et l'environnement, et d'autre part, le nécessaire besoin de loger les populations, et en particulier les populations actives. Dominique nous l'a dit tout à l'heure, les élus aujourd'hui sont très, très majoritairement des gens responsables. On a dans ce territoire, c'est vrai, une réorganisation de ces aménagements. Alors, puisqu'on monte en niveau, on a aujourd'hui des plans locaux d'urbanisme, on a des schémas de cohérence territoriale qui ont une vision un peu plus large. Et puis, n'oublions pas que nous sommes dans les Alpes-Maritimes, le premier département de France à avoir eu une DTA, une directive territoriale d'aménagement, dont la vocation est d'avoir une vision plus large de tout cela. Quand on voit une opération d'intérêt national comme Éco-Vallée, c'est aussi un moyen d'avoir une vision globale de la chose. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation, et peut-être que la CCI a un vrai rôle à jouer là-dedans, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que l'on se parle d'une collectivité à une autre. On ne peut pas vivre à l'intérieur de ses propres frontières administratives en ignorant ce qui se passe à côté. Et tout ça va forcément nous donner de la cohérence. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. On est en train d'imaginer des projets dans la vallée du Var, par exemple, où les urbanistes nous demandent de densifier. Parce qu'aujourd'hui, on sait construire des quartiers et des zones de vie en hauteur, éventuellement,
mais avec des conditions de vie agréables. On ne construit plus les bars ou les tours des années 60 ou 70. Et j'en veux pour preuve que notre chambre de commerce et d'industrie ne se contente pas de parler et de faire du réseau, puisqu'on mène un projet dans la vallée du Var, dans notre campus régional d'apprentissage, où on participe justement à l'acte de bâtir et à la production de logements, puisqu'il est prévu dans ce campus d'avoir du logement à la fois pour des jeunes étudiants, qui sont un début d'actifs, mais aussi d'accompagner les jeunes diplômés pour leur permettre de s'insérer dans la vie active. Je crois que si on fédère tout le monde sur ces sujets, en prenant toutes les bonnes raisons de vivre, alors développer notre territoire, travailler à l'attractivité économique, forcément, on arrivera à des situations où on ne fera pas plaisir à tout le monde en même temps et à ses parents, parce qu'on ne sait pas faire. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il faut qu'on accepte quelques contraintes. Nos villes, la DTA le dit, doivent être reconstruites. On doit reconstruire la ville sur la ville. Eh bien, il faudra qu'on y arrive. Il faudra qu'on évite, si on veut garder cette qualité de vie, le mitage qu'on a pu connaître. Et comme l'a dit tout à l'heure Dominique, il y a eu pendant tant d'années aucune politique d'aménagement réel du territoire avec des visions d'avenir qu'aujourd'hui, on ne peut qu'améliorer les choses. Et bon, quand on a un territoire attractif comme le nôtre, eh bien, il faut continuer à imaginer que l'activité économique va se développer, peut-être même plus vite qu'ailleurs, et les chiffres nous en donnent souvent l'exemple. Eh bien, si on se développe, il faudra qu'on loge les gens. Et pour éviter que l'Est du Var devienne, alors tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé, la cité dortoir des Alpes-Maritimes, parce que le risque de ce déplacement des populations, c'est que les entreprises suivent. Parce que quand on aura une majorité de salariés qui habitent loin, eh bien, on emmènera l'entreprise pour les rejoindre de façon à ce qu'eux améliorent leur qualité de vie. Et ça, il faut qu'on l'évite à tout prix. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie que je suis restera très vigilant sur le sujet. Et on continuera d'œuvrer avec nos collectivités, avec notre observatoire de l'immobilier, avec le guide du logement, demain avec l'observatoire des zones d'activité, pour pouvoir fournir à nos élus les éléments de décision qui leur permettent d'avancer, et le tout en continuant à porter des messages. Alors vis-à-vis de l'État, sur le campus, on a réussi à drainer des fonds publics nationaux, mais pour qu'on puisse faire des priorités nationales, des actes. Dans le pacte éco, on a dit on va passer maintenant du pacte aux actes, mais il ne faut pas qu'on soit tout seul à le faire. Dominique, vous voulez réagir ? Vous rajoutez quelque chose ? Non, je voulais réagir effectivement à ce que vous avez dit, Bruno. C'est vrai que les élus sont aussi confrontés, en tout cas c'est au niveau de la métropole une réalité, entre le besoin de construire pour apporter des réponses à nos concitoyens, pour faire en sorte que le développement économique aille de l'avant et que nous continuions à être un territoire attractif, mais aussi de préserver cet environnement naturel fabuleux et qui est une source aussi de notre tourisme, et faire en sorte qu'il y ait cet équilibre. Donc c'est pas le plus facile, donc il n'est pas question non plus d'urbaniser à tout crin. Et par exemple sur une opération comme l'opération Éco-Vallée, une opération d'intérêt national, la dernière qui a été signée au niveau national, c'est important de le souligner. Il faut quand même voir que sur cette opération qui s'étend sur 10 000 hectares, il n'y aura que 420 hectares qui vont muter. Donc ça montre bien la volonté des élus de faire en sorte que l'essentiel de l'environnement naturel soit préservé. Mais sur ces 420 hectares qui vont muter, avec des sites en jeu comme le Grand Arenas ou comme Nice Meridia, qui sont des opérations qui sont déjà parties, et bien là, véritablement, la volonté est de faire en sorte qu'il y ait une véritable mixité d'usages, d'activités fonctionnelles, sociales, et à l'intérieur de cette mixité, que le logement et le logement pour actifs y prennent toute sa part. Sur le Grand Arenas, au-delà du futur pôle multimodal, au-delà du grand parc des expositions qui sera construit sur un projet de l'architecte urbaniste José Luis Mateo, il y aura 2200 logements sur le simple site du Grand Arenas. Sur Nice Meridia, on a aussi un nombre important de logements sur toute la chaîne du logement qui seront construits, mais dans cette opération d'intérêt national qui participera de par son nom, Éco-Vallée, développement durable, à la préservation de notre environnement naturel. Eh bien, si vous le permettez, ça sera le mot de la fin. J'invite les gens qui sont assis face à nous à poser des questions si vous en avez. En attendant, je remercie l'ensemble de nos invités. Merci à tous de vous être rendus présents à Antibes à une heure aussi matinale. Notamment pour ceux qui venaient de Nice, c'était pas simple ce matin. S'il n'y a pas de questions, on va libérer nos invités. Merci à tous.